C'est depuis la dernière inondation que j'ai plus vu mes enfants, ça va faire 1 an. Moi pareil. Avec la moisson perdue, j'ai pas pu payer l'ardoise. Quelle ardoise? Non, c'est pas une ardoise, c'est une tablette d'argile. Le tavernier tient la note de ce que tu dois. Ou l'épicier, ou le maçon, ou le propriétaire, enfin, celui à qui tu dois des schenkel. Des schenkel? Oui, c'est notre monnaie, c'est avec ça qu'on paie. Et ça ressemble à quoi? Je comprends pas la question. Bah, votre monnaie, c'est fait avec quoi? C'est quoi? Bah c'est rien, c'est des chiffres. On sait compter, nous. Oui, mais vous comptez avec quoi? Bah, des traits, des bâtons dans l'argile. De l'écriture, quoi. Tu sais écrire, quoi? Non. Ah bah t'as intérêt à apprendre, hein, si tu veux pas te faire avoir. Si tu travailles pour le temple, tu reçois 1 shekel par mois. Ah, donc je reçois de la monnaie. Et ça ressemble à quoi? Non, tu reçois 2 rations d'orge par jour, 60 par mois. Et ça vaut 1 shekel. C'est ça qu'on écrit. Et si tu vas à la taverne pour boire une bière, le tavernier écrit ce que tu dois en shekel aussi. Mais je le paie avec quoi? Mais avec ce que t'as. Enfin, quand t'as quelque chose. Un meuble, de l'orge, de l'huile. Du yaourt. Et pour bien faire le compte, on traduit tout en shekel. Le chiffre qu'on écrit dans l'argile, c'est le chiffre en shekel. Ah. Et on te fait crédit jusqu'à ce que tu puisses payer. Voilà. Enfin, faut pas que ça dure trop longtemps, hein. Parce que si tu restes trop longtemps sans payer, parce que t'as plus de quoi. ou Quand t'as- la moisson est perdue, à cause des inondations par exemple, et que tu peux pas payer ton fermage. Non. Quand tu peux pas payer le propriétaire des terres que tu cultives, et ben là on te prend ton enfant. Qui ont? L'État? Mais non, c'est lui à qui tu dois, le propriétaire là. Eh ben il te prend ton enfant, tes enfants si tu lui dois beaucoup, et ça lui fait du personnel gratuit. Les miens, ils sont depuis l'année dernière. Moi pareil. Moi ça devrait plus durer longtemps maintenant. Parce que tu vas pouvoir payer avec la boisson. Mais non, parce qu'il va y avoir un mardi. Bernard. On cherche Bernard Friot. Il était là il y a 5 minutes. Ouais, maintenant il arrive, il descend, rate pas de marche, quoi. Ah, il surgit de la l'ombre vers la lumière. Merci. Bien, bah, bonsoir. Alors, Ouais, attention, Il y a refais ton pas livre le- qui est là. voilà. Tu peux le vendre après. Euh, Hein bonsoir à toutes et tous. Donc, on va se présenter vite fait. Denis Gravouille, je suis secrétaire général affilié du CGT du spectacle. On a convenu avec l'équipe de pouvoir organiser ce débat. Parce qu'il ouvre plein de perspectives, plein de débats. Donc déjà, on vous remercie beaucoup. Donc Judith Bernard, je ne vais pas présenter tout le monde, sinon je vais écorcher vos noms, mais ils sont tous là. Mais merci beaucoup et encore bravo pour ce spectacle. Moi, c'est la Merci. deuxième fois que je le vois. Et c'est d'autant plus un plaisir, donc on participe au débat. Nos invités vont se présenter eux-mêmes. Samuel Churin, bon, tout le monde le connaît dans la profession, voilà. Comédien et animateur d'un mouvement social depuis quelques années auquel on a participé, qui a abouti à quelques résultats au mois d'avril dernier. Donc c'est possible de gagner. On en reparlera peut-être. Et Bernard Friot, donc qu'on ne présente plus, mais qui se présentera lui-même, mieux que je ne le ferai. Juste pour introduire les débats, et après je vous laisse la parole. Salut. On a trouvé que sur la proposition, la discussion qu'on a eue, c'était particulièrement intéressant de débattre après ce spectacle, dans le fait que ça lie les questions de dette, de dépendance économique aux questions de salariat, d'organisation sociale, de protection sociale, et en créant des perspectives, en proposant des choses.
qui peuvent être débattues, qui sont encore évidemment, forcément comme toute utopie, ne demandent qu'à devenir réalité avec des ajustements. Voilà, c'est intéressant d'en débattre dans cette perspective-là, à une époque où on dit que rien n'est possible, qu'il y a une seule histoire écrite possible, celle du capitalisme qui aurait triomphé. Nous pensons peut-être tous collectivement qu'il y a d'autres histoires possibles et qu'il ne suffit pas que ce soit un slogan, mais qu'on en propose quelques idées. Voilà. Alors peut-être avant de commencer, j'ai envie de vous demander, et peut-être qu'on est plusieurs à le faire, comment vous avez réussi à construire ce spectacle, parce que c'est quand même pas évident de trouver un fil narrateur à partir de théories économiques, sociales et autres. Ça n'a pas dû être simple et peut-être ça va nous permettre de lancer le débat si vous dites comment vous avez procédé. Alors, À 3 quarts d'heure, hein, je dis. non, alors je vais Oui, essayer. on a 3 quarts d'heure, donc 10 minutes chacun. Je suis partie de mon expérience personnelle de l'endettement, qui m'angoissait énormément, puisque en fait la dette qui est racontée en plateau, qui est portée par le personnage incarné par Toufan, l'endetté, en fait c'est mon histoire, c'est ma dette, c'est ce que je dois très exactement à la banque, j'étais submergée d'angoisse d'être comme ça prise dans le piège de la dette, et comme souvent moi quand je suis dans l'angoisse, je m'en sors, ma stratégie de survie psychique c'est d'essayer de comprendre intellectuellement les mécanismes et les rouages qui sont en train de m'écraser. J'ai beaucoup lu de bouquins, de théorie économique pour comprendre de quoi c'est fait, comment ça fonctionne. Et après, il n'y avait plus qu'à tirer le fil entre mon expérience de l'endettement et puis ce que je comprenais petit à petit de la logique monétaire dans laquelle je m'étais retrouvée piégée. Ça répond à la question ? Oui, pour le démarrage. Après, pour le fait d'arriver à articuler l'ensemble des questions, il y a des questions historiques, il y a des questions ensuite de perspective. Tout ça, ça se construit. Ça, je peux peut-être en dire 2 mots. Au début, j'avais écrit que l'acte 1, celui qui décrit le présent, le bordel dans lequel on est maintenant. Et j'ai livré ça à mes acteurs, on a commencé à travailler dessus, et il y a eu une espèce de mutinerie. Les acteurs étaient absolument révoltés et écœurés d'avoir à travailler une matière aussi ingrate, aussi chiante à jouer, complexe, et en fait, même en le rejouant 10 000 fois, on ne comprenait toujours pas. Et du coup, j'ai écrit l'acte 2, c'est-à-dire la perspective historique depuis la Mésopotamie jusqu'à nos jours, pour les rassurer, pour leur donner des trucs plus jouables, plus agréables à vivre, à incarner, et plus agréables à raconter aussi. C'était une espèce de négociation. Vous me jouez l'acte 1, si je vous écris l'acte 2, voilà, un deal. Et puis, une fois qu'on était dans ce grand merdier généralisé de le présent, c'est une logique affreuse, le passé, au fond, c'est l'immense histoire de la fabrication de cette logique affreuse. On avait tous besoin d'oxygène, de respirer, et moi, l'oxygène, ça fait un moment que je le trouve du côté des propositions de Bernard Friot, qui est l'un des seuls théoriciens aujourd'hui à proposer un modèle robuste de sortie du capitalisme, qui permet à la fois de s'émanciper de notre aliénation dans le salariat au sens auprès de l'employeur, dans la dictature du marché de l'emploi. C'est un sujet auquel je suis très sensible, sur lequel j'avais travaillé dans mon précédent spectacle. Et puis ça permet aussi de sortir de ce piège de la dette. Voilà, merci Bernard. Voilà, ça me semblait un modèle robuste. Alors après, je sais bien que cette proposition-là du salaire à vie, pour moi-même, quand je l'ai découverte, elle m'a un peu mis le cerveau à l'envers, ça a été un peu violent intellectuellement, donc je sais que c'est pas une proposition facile à faire avaler, que ça suscite beaucoup de résistance. Mais j'aimais bien l'idée qu'on le donne à voir, juste comme ça. Incarnons-le pour se familiariser avec cette proposition-là, pour justement commencer à en discuter, pour susciter de la controverse. Mais commençons à en discuter du coup, plutôt que de rester dans l'effarement du piège dans lequel on est enfermé et on ne peut rien faire. Regardons ce que certains proposent et commençons à débattre, même si on n'est pas du tout d'accord, débattons au moins de l'autre monde possible. Là, je réponds mieux là, à la question. Alors, tiens, je passe la balle, hop, symboliquement à Bernard Friot, puisque justement tu t'appuies sur les écrits et les propositions que fait Bernard, et puis un certain nombre de réseaux aussi, on va élargir. Salaire à vie, est-ce que c'était une petite provocation? Est-ce que c'est pareil que revue de base? Un salaire. J'aime beaucoup le moment où effectivement il y a une affirmation de salaire face à un revenu, tout à fait.
Enfin, précisément, si le revenu de base, s'il est à ce point à la mode, c'est qu'il doit y avoir un problème. Oui, surtout défendu par NKM ou Frédéric Lefebvre, oui. Oui, mais même des formules à 800 ou 1000 euros, si tu veux. Parce que tant qu'on ne s'attaque pas à l'origine de notre dépendance, à la propriété lucrative, au crédit, au marché du travail, le capital est prêt à nous filer 800 euros. Avec ça, on fera des choses d'ailleurs intéressantes parce que on va être content, mais il récupérera en fait, soit comme prêteur, soit comme propriétaire de la base de données collaboratives. Moi j'étais sur une journée aujourd'hui à Nanterre, on avait organisé une journée sur le travail sur les plateformes collaboratives, les plateformes numériques, quoi. Enfin, en tant que propriétaire de la plateforme numérique, le capital récupère toute la valeur qu'on produit. Donc c'est pas parce qu'on est avec une forme d'indépendance et 1000 balles qu'on n'est pas en fait en train de continuer à travailler, même si c'est sans employeur, pour alimenter le capital. Parce qu'on est indépendant, qu'on n'est pas exploité. Même les indépendants sont plus exploités que les salariés souvent parce qu'ils ne sont jamais organisés comme l'a fait la CGT Spectacle par exemple pour organiser les travailleurs salariés du spectacle. Le but, c'est même de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'organisation collective. Tous en tant qu'entrepreneurs, ça c'est... Oui, bien sûr. Du tout, il n'y a plus de mise en commun, de mutualisation, par exemple, de la protection sociale. Mais la proposition du salaire à vie, c'est carrément de mutualiser tout le revenu pour créer un salaire, une rémunération qui soit organisée uniquement avec la cotisation. Il y a juste un extincteur qui fuit, mais... Ah d'accord, c'est en main. Voilà, Et t'es devant la caméra. Maîtrisé. Ah oui, du coup, Voilà. Voilà. Et donc la proposition est portée par Réseau Salariat, dont vous avez des brochures à la sortie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'éducation populaire qui essaye précisément, et je crois que c'est d'autant plus important en ce moment qu'il y a une énorme pression pour leur revenu de base, de pouvoir apporter une alternative qui n'est pas simplement non revenu de base, parce que ça ne marchera pas. Les gens qui aujourd'hui sont à 450 euros conditionnel du RSA, si on leur dit c'est 800 balles à conditionnel, ils disent banco, de toute façon. Donc le non revenu de base, ça ne changera rien. Il faut montrer une alternative. Et surtout, c'est louche quand c'est des banquiers ou des assureurs qui proposent ça, en sachant que derrière, ce qu'ils ont en tête, c'est bon, voilà, on met un niveau de revenu minimum, et puis le reste, on va pouvoir le privatiser. Donc il n'y a plus de sécurité sociale, par exemple. C'est un peu ce qui est imaginé en Suède, en Finlande, je crois, où on imagine du coup, et c'est dans certains programmes de la primaire de la droite, on voit que la protection sociale, elle doit disparaître. On part sur un revenu minimum, et puis tout le reste, c'est privatisé en fait. Il y a un truc minimum, et puis on va envoyer ça à un marché juteux pour ceux qui pourront se le permettre dans les banques et assurances. Donc ça fait écho au spectacle sur la rencontre à Gênes entre la banquière et l'assureuse. oui, enfin la femme du banquier et la femme de l'assureur. Dans leur magnifique crinoline. N'est-ce pas? Oui. Alors, Samuel, je ne t'ai pas encore proposé de prendre la parole. Bon, nous, on a souvent lutté ensemble, on aura sans doute l'occasion d'y retourner, mais bon, voilà, on a souvent eu des débats sur cette question-là de revenus. Est-ce que le fait que le lien se fasse entre la question de la dette et la question de quel revenu, comment on rémunère le travail, qu'est-ce que ça t'inspire sur ce débat-là? J'ai envie de parler de la dette de l'UNEDIC, on peut par exemple. Non, disons que, bon, pour être très franc, je suis pas grand-chose à côté de Bernard, qui a passé sa vie voilà, sur ces questions-là, et je crois qu'il a apporté une chose essentielle au débat, qui a déjà permis de comprendre, pour ceux qui sont intéressés, ce qui est assez développé dans le spectacle, il y a une grande différence entre travail et emploi. Enfin, si on est d'accord pour dire que l'emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paye, et le travail, tout le reste. Donc à ce niveau-là, effectivement, on peut dire que les étudiants travaillent mais sont sans emploi, que
les femmes qui élèvent leurs enfants travaillent et sont sans emploi, etc. etc. Et que Ou les hommes, même si c'est plus ou rare. les hommes, même si c'est plus rare. Enfin, il y a tout. Et puis, à savoir, il suffit de regarder combien les chômeurs rapportent en termes de PIB, combien ils rapportent à la société. Voilà. Donc, effectivement, le fait de vouloir capitaliser cette chose-là, du moins de voir le rémunérer, c'est extrêmement important. Moi, je prendrais les choses autrement parce que je suis entièrement d'accord avec le constat que fait Bernard, mais je suis un peu sceptique sur les solutions. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un problème. Pour moi, il y a un gros problème, c'est le mythe de l'emploi à tout prix et le mythe du plein emploi, répété par absolument tous les politiques, de droite et de gauche, à savoir qu'il faut bien se mettre dans la tête que le plein emploi n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Quand on parle de plein emploi dans les années 60, dans les années 50, c'est évidemment parce qu'il y avait une partie de la population qui n'était pas employée, à savoir les femmes, et donc il y avait moins de gens sur le marché de l'emploi, et donc il y avait un plein emploi fictif. Là, on crée plus d'emplois que dans les 30 Glorieuses, et pourtant, il y a 6 millions de chômeurs. Alors, on a en face de nous tout un tas de... tout le panel politique qui, de la droite comme de la gauche, ont des baguettes magiques pour remettre les gens en emploi. Et ça, c'est absolument délirant. C'est-à-dire qu'on a vu la dernière campagne électorale en 2012, à savoir les propositions, l'extrême droite, l'horreur, on vire les étrangers, les Français auront de l'emploi. L'extrême gauche, même si je ne sais pas, en gros, c'était des solutions de interdiction des licenciements, de réduction du temps de travail. Même avec tout ça, si on crée 1 million d'emplois, on sera content, mais il restera toujours 5 millions de gens sur le carreau. Et alors, si on fait un parallèle avec la santé, c'est comme si quelqu'un de délirant pouvait se présenter en disant « Moi, je vais arrêter les malades et donc il n'y aura plus besoin de sécurité sociale parce que grâce à moi, plus personne, tout le monde sera en pleine santé. » Et ça, c'est totalement délirant. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en place un changement de logiciel pour éviter cette histoire de l'emploi à tout prix. Pour éviter cette histoire de l'emploi à tout prix qui fait que cet emploi à tout prix, on dépense 100 milliards d'euros par an au nom de l'emploi à tout prix. On voit bien ce que le CICE, le crédit d'impôt au MEDEF, etc., les 47 milliards ont donné, rien du tout. Là, il y a encore un exemple flagrant. Ça a restauré les marges des entreprises. Oui, ça restaurait les marges des entreprises. On voit bien, il y a un exemple flagrant qui était assez hallucinant. Même Pujadas a fait la remarque au journal de 20h. Alstom, ils ont filé 120 millions d'euros pour des TGV qui rouleront très lentement sur truc régional pour sauver l'emploi. 300 millions d'euros, donc ça fait 2 millions, c'était 2 millions d'euros par salarié. Pujadas a dit ça fait un peu beaucoup par salarié. Et je me rappelle d'une conférence de Mathieu Grégoire qui devait être là, qui ne peut pas être là parce qu'il vient d'avoir un enfant avec les pères. Et je me rappelle, la dernière fête de l'UMA, il a fait une conférence là-dessus disant qu'il y avait des chercheurs qui avaient bossé sur cette histoire d'emploi à tout prix et qui avaient montré que dans certains cas, les femmes de ménage avec des emplois aidés, etc., coûtent 200 000 euros par an. Et il y a une femme de ménage dans l'assistance qui a dit « Mais moi, j'ai jamais gagné 200 000 euros. » Oui, effectivement, mais ça, c'est le prix de l'emploi à tout prix. Alors, nous, on a pensé à d'autres solutions. Je ne sais pas du tout pour faire solution contre les solutions, mais nous, la coordination, ou vous, à la CGT, avec la sécurité sociale professionnelle, ces modèles-là. Disons que, voilà, on ne prétend pas renverser le capitalisme, et on pense qu'il... Voilà, c'est peut-être le bémol. N'empêche que on se dit que si jamais demain il y avait actuellement 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, si jamais on indemnisait systématiquement tous les chômeurs, eh bien on créerait une chose qui est très importante, à savoir un lien de subordination qui serait beaucoup plus leste, le lien qui lie le salarié à employeur. Actuellement, il faut savoir que, et j'en finirai avec ça, chaque fois que vous tapez, à chaque fois qu'on tape sur les précaires, à chaque fois qu'on réduit les droits des plus pauvres, on réduit aussi les droits des gens qui sont en emploi stable. Pourquoi ? Parce que celui qui est en emploi stable, on lui fait comprendre qu'il a une armée de réserve derrière et que s'il l'ouvre, on le vire. Et si l'extérieur, l'assurance chômage, c'est l'horreur, il s'accrochera à son poste comme un damné. Et donc, à ce niveau-là, il y aura un lien de subordination qui n'est jamais été plus tendu, jamais les gens s'accrochent tôt à leur emploi. Et jamais, évidemment, le MEDEF n'est aussi attaché à cette assurance chômage qui veut rendre de plus en plus pauvre pour ensuite avoir de la main-d'œuvre à pas cher et à bon marché.
Nous disons que les intermittents du spectacle, pourquoi est-ce qu'on est assez regardé? Parce qu'on est une sorte de laboratoire de discontinuité. On a inventé un système génial dans les années 60, non pas au nom de la culture, non pas au nom de parce qu'on faisait des beaux spectacles ou parce qu'on faisait du beau cinéma, mais bien pour trouver un système d'assurance chômage qui puisse assurer une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. C'était bien à l'endroit de la discontinuité que ça se discutait, et pas au nom du métier. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu concerner les chaudronniers, les pâtissiers, etc., si ces gens-là avaient travaillé par discontinuité. Et donc là, se joue une chose essentielle, à savoir étendre l'intermittence du spectacle à l'intermittence de l'emploi, parce que finalement, qu'est-ce qui est la différence entre un pigiste et nous? Il n'y en a pas, dans le côté emploi invisible, etc., etc. Et puis oui, allons-y, rémunérons tous les chômeurs, quel que soit le chômeur. Et donc ça créerait, effectivement, au final, ça créerait un salaire à vie. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous percevez un SMIC, ou 95% du SMIC si vous voulez être légèrement en dessous de ce que percevrait quelqu'un qui travaille, qui est employé. Et à ce niveau-là, on crée une chose énorme, c'est le pouvoir de dire non. Et nous, on a vu ce qui s'est passé pour nous en 2003. C'est pour ça que, quand je dis qu'on a un laboratoire, on a vu ce qui s'est passé en 2003. En 2003, on a baissé nos droits. C'est-à-dire qu'on avait moins de temps pour faire nos heures. C'était quoi les conséquences? Conséquences sociales, c'était immédiatement la chute des salaires. Pourquoi? Parce que quand vous étiez face à un employeur, l'employeur savait très bien qu'il avait dans sa main non seulement votre salaire, mais les heures qui vont avec. Et quand vous avez moins de temps pour faire vos heures, vous avez moins de pouvoir de dire non. Avant, on avait plus de pouvoir de dire non à des emplois de merde, de dire non à des emplois pas rémunérés, etc., etc. Et donc, chute des salaires. Mais même dans les grosses maisons, j'ai bossé à l'Odéon plusieurs fois, on m'a fait le coup de, tu vois pas le nombre d'heures que ça te rapporte, au nom de, tu vas pas en plus me demander plus d'argent. C'est-à-dire que cette chose-là, je pense que c'est un biais où on pourrait imaginer, non pas l'UNEDIC, mais une nouvelle grande caisse sociale, abondée par les cotisations, par l'impôt, par tout ce qu'on veut, par tout le fric qui est donné là, aux entreprises et effectivement qui ne sert qu'à générer des bénéfices pour elles, et effectivement commencer à faire en sorte que ces 6 millions de personnes dont on ne parle pas, eh bien, aient un salaire. Voilà. On va refaire circuler la parole, juste puisque tu en as parlé vite fait, dire que du côté CGT, au niveau confédéral, il y a une réflexion sur le salaire à vie, dont je dis clairement en même temps qu'elle mériterait largement d'être revisitée après des années assez fastes au début sur sécurité sociale professionnelle, nouveau statut de travail salarié. Il n'y a plus d'assurance chômage, puisqu'on considère que du coup, avec un salaire à vie, tu assures justement un salaire, que tu sois dans l'emploi ou non. C'est ça l'intérêt de... Alors, qu'est-ce que ça peut être une sécurité sociale professionnelle? Je donne juste un exemple pour ne pas faire trop de théorie longuement. Par exemple, un tout petit brique qui concerne par exemple les intervenants du spectacle, c'est qu'on a un droit à la formation qui n'est pas attaché au contrat de travail. Pour ceux qui le savent, qui pratiquent ici, tu peux faire des formations, d'ailleurs tu ne les fais que en dehors de ton contrat de travail pour l'essentiel, puisque tu vas faire ton stage de formation quand tu n'es pas en train de faire un spectacle. C'est assez difficile de faire les deux en même temps. C'est un droit qu'il a fallu adapter, ce n'était pas prévu par le système légal auparavant. Ceci étant dit, pour élargir un peu, en même temps, les salariés se sont battus pour avoir des CDI. Ils se sont battus pour ne pas avoir des contrats précaires. Le CDI, ça vient tard. Je pense que Bernard le connaîtra mieux que nous, l'histoire, mais le contrat a duré terminé. Donc la question, c'est comment on fait. Au départ, c'était d'ailleurs c'est pas toujours à l'avantage du salarié quand il y a un CDI, mais c'est devenu une protection, et on a beaucoup entendu dans les mouvements récemment de l'emploi stable et autres. En même temps, il faut entendre l'envie de mobilité, quoi. Combien de gens restent dans leur CDI parce qu'ils ne veulent pas perdre leur ancienneté si jamais ils changent de boulot, alors qu'ils auraient très envie de changer. Et que c'est normal, c'est humain d'avoir envie de changer de boulot. Donc du coup, avec l'idée de ne pas être coincé par le revenu et le chantage au chômage, tu peux te permettre de dire je vais changer de boulot à un moment, faire autre chose. Et peut-être d'ailleurs que ce serait intéressant pour toute la société que les gens bougent, ensemencent leurs compétences en n'étant pas sclérosés dans un boulot qui les emmerde. Donc ça, c'est un vaste sujet. Peut-être, avant de donner la parole à tout le monde, Bernard, j'aimerais bien quand même
que tu nous dises ce que tu penses du lien qui est fait dans le spectacle entre la question de la dette et du chantage à la dette individuelle et collective et de la perspective qui est trouvée d'en faire une réflexion sur une autre forme de société. Parce que c'est pas forcément facile de passer de critique de la dette et du chantage à la dette à utopie de salaire à vie, quoi. Est-ce que ça te paraît... Moi je trouve que le premier acte qui montre comment, y compris avec la chaîne des boules, là, le premier acte qui montre comment on travaille pour éponger une dette montre bien par symétrie comment, à partir du moment où on se libère de la dette, enfin le travail devient une activité heureuse et choisie, quoi, hein. Je pense que c'est très bien le premier acte, mais extrêmement bien en scène, comment la dette pèse sur nos vies et comment on travaille pour les 20 000 euros dont on enrichit ce foutu banquier, et qui finit dans une posture mélenchonesque là en fin de parcours. Comme quoi tout est possible. Tout espoir n'est pas perdu. Et s'agissant alors de l'investissement, comment veux-tu être propriétaire de l'outil de travail, ce qui est absolument nécessaire si nous voulons maîtriser le travail, si c'est pas toi qui maîtrises l'investissement, si tu dois passer par le chantage au crédit de gens qui te prêtent ce qui viennent de te piquer par ailleurs, par définition. Donc le lien entre la maîtrise de nos vies par un travail dont nous sommes les maîtres, le lien entre les chaînes de la dette, qu'il s'agisse de la dette du logement, de la dette de l'investissement, et la libération d'un salaire à vie qui n'est plus lié au marché du travail mais qui est inséparable d'un investissement maîtrisé par les travailleurs eux-mêmes parce que financé par une cotisation à la place du profit, dans des caisses que nous gérons avec une création monétaire qui fonctionne aussi par subvention. Enfin, tout ça, je trouve, est limpide. Des amis peut-être moins au courant que moi du contenu m'ont dit que c'était dense. Est-ce que vous pourriez expliquer l'ensemble du mécanisme? Parce que actuellement, il faut savoir que les caisses de chômage empruntent à l'étranger pour pouvoir faire face à l'indemnisation du chômage. Mais j'aimerais bien savoir si vous ajoutez, si vous voulez, un salaire fixe rente à vie, comment vous faites? Alors déjà, on s'endette clairement pour payer le chômage tel qu'il est actuellement, hein. Il y a un très fort déficit des caisses de chômage qui augmente sensiblement notre dette vis-à-vis de l'étranger. Alors, si vous rajoutez par-dessus une indemnisation générale, contre laquelle je suis plutôt pour, parce que c'est le programme de la droite, et j'ai assisté au débat d'hier soir, et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'un truc qu'on avait repoussé comme une horreur, aujourd'hui, les uns peut-être du bout des dents et les autres avec enthousiasme, comme NKM par exemple, admettent que l'idée est effectivement intéressante et mérite d'être étudiée. Peut-être mise en œuvre, je ne dis pas, on peut rêver. Mais qu'est-ce qui vous différencie d'abord par rapport à ces gens-là? Et ensuite, dites-nous un petit peu comment vous financez tout ça, c'est ça que je voudrais savoir. Qui vous posez la question? Vous les financez comment? Qui vous posez la question, Bernard? Mais nous produisons 1300 milliards de valeur monétaire, hein. Le PIB, c'est 2000 milliards. 2000 milliards, 700 milliards de valeur non monétaire dans les services publics, la santé, hein, et puis 1300 milliards de valeur monétaire dans la partie marchande de l'économie. Hein, un tiers non marchand, 2 tiers marchands, à peu près, c'est ça le PIB. Ces 1300 milliards, si on enlève les 90 milliards de dividendes, ils vont en revenu du travail, comme on dit, c'est-à-dire il y a une centaine de milliards pour les travailleurs, de bénéfices de travailleurs indépendants, et puis il y a un peu moins de 1200 milliards de salaires
cotisation 500 milliards, ça allait direct 700 milliards. Ces 1300 milliards divisés par 50 millions de résidents sur le territoire de plus de 18 ans, ça fait 25 000 euros par personne et par an. C'est-à-dire 2100 euros par mois. Pardon ? Il faut d'abord déduire les cotisations santé. Mais les cotisations, mais non, les cotisations santé, ça sert à payer des salariés qui produisent la santé. Donc tout va en salaire, y compris l'investissement. L'investissement va en salaire. Au bout du compte, tout va en salaire. Bien sûr. Donc nous pouvons dès aujourd'hui financer un salaire moyen de 2100 euros mensuel avec l'argent qu'aujourd'hui nous consacrons déjà à ce qu'on appelle les revenus du travail. Pour la dette de l'assurance chômage, il faut voir l'histoire de l'assurance chômage. Quand on s'y intéresse un peu, c'est hallucinant de voir à quel point c'est une pure construction. C'est de la pure volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'histoire, en 99, en 2000, en 2001, l'assurance chômage est largement excédentaire. Parenthèse, à chaque fois qu'elle était excédentaire, comme l'État a un regard là-dessus, il a toujours piqué dans les caisses quand c'était excédentaire. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 2000, 2001, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des prévisions de croissance. Et donc on dit, là, on a du pognon, et il y a des prévisions de croissance. Donc on va baisser les cotisations. Donc on fait baisser les recettes. Manque de bol, le chômage remonte. Donc moins de recettes, plus de dépenses. Et donc on arrive à une dette. On arrive dès 2001, 2002 à 1 milliard d'euros par an, etc., etc. On arrive à une dette. Cette dette est une pure construction. Si demain on augmentait les cotisations d'un point, c'est fini, il n'y a plus de dette à l'assurance chômage. Il n'y en a plus. C'est terminé. C'est terminé. Il pourrait même être excédentaire. C'est une volonté politique. Mais c'est une pure volonté politique. Effectivement, en restant comme ça, en ne cessant de baisser les cotisations et avec un nombre de chômeurs qui augmente, effectivement, il y a une dette. Ça, c'est sûr. Non, mais attendez, vous avez la question de la dette. Enfin, je ne ferai peut-être pas trop prolonger le truc parce qu'il faut aussi revenir quand même à la pièce. Moi, j'aimerais quand même qu'on pose de la pièce. Et pour terminer ça, les prestations sociales, c'est 680 milliards, 690 milliards. Bon, la dette, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards. 10 milliards, on ne sait pas si c'est... On ne sait pas d'ailleurs. C'est un chiffre qui vient de l'agrégation de comptes extrêmement divers. Il y a des conventions d'agrégation qui fait que les comptes sont juste à 2% près. C'est-à-dire que les comptes sont juste à 14 milliards près. Alors, peut-être qu'une dette de 10 milliards, c'est un déficit de 4 milliards. Ça. Il n'y a qu'un groupe de hauts fonctionnaires qui, au doigt mouillé, dit chaque année le chiffre politiquement correct qui pourra vous le dire. Actuellement, il est très connu. Ben, je vous le dis. Autour de 2000 milliards, à supposer qu'il y a une... Non, 10 000 sur l'ensemble des prestations. Ah, les prestations, je parlais de l'endettement extérieur. Moi, non, l'endettement extérieur. Et donc, si on prend le régime général... Non, mais il faut... Le régime général, il distribue 235 milliards de prestations pour des coûts de gestion de 11 milliards. Ça, c'est des coûts de gestion, d'accord? Parce qu'il faut des frais de personnel et des tas de choses. Enfin, bon. Les mutuelles distribuent 27 milliards de prestations pour des coûts de gestion de 11 milliards. Si les prestations des mutuelles étaient assurées par le régime général, ça représenterait 8% de plus pour lui de prestations assurées, hein, puisqu'il en assure déjà de toute façon 350 milliards. Ça lui représenterait peut-être 8% de coûts de gestion en plus, du coup, donc on passerait de 10 à 11 milliards au lieu donc 1 milliard supplémentaire au lieu du 11 milliards de gestion des mutuelles. Supprimons les mutuelles, remboursons la santé à 100% et nous avons les 10 milliards qui nous manquent, par exemple. Hein. Je donne un autre exemple et après on va faire tourner les questions, mais je siège pour la CGT à l'UNEDIC.
l'UNEDIC, pour ceux qui sont nés après la fusion de Pôle emploi, là, après qu'il n'y a plus d'ADPE, il n'y a plus ACEDIC, donc on va plus aux ACEDIC, on va s'occuper, on va à Pôle emploi, mais ça existe toujours le chapeau qui gère les cotisations, les entrées de cotisations et qui ressort les allocations, dont celles des intervenants du spectacle, puisqu'on fait partie du régime général d'assurance chômage des salariés du privé. Bon, alors j'y siège, alors c'est un peu la guerre, hein, souvent la guerre, c'est tout le temps la guerre, surtout avec nous, mais quasiment à chaque bureau de l'UNEDIC, on regarde où en est la dette de l'UNEDIC, comment elle est financée. Parce qu'il y a deux étapes, hein. Il y a le chantage à la dette pour faire baisser les droits dans la négociation, puis après on rassure les marchés parce qu'il faut financer la dette. Et vous dire c'est bon, on est tranquille pour 10 ans. Et donc, les présidents, vice-présidents de l'UNEDIC, hein, l'alternance CFDT-MEDEF en ce moment, et puis leurs directeurs vont se balader sur les marchés financiers. Ils étaient en Corée et au Japon il y a quelques semaines pour ramener du financement de la dette intéressant. Ils sont même contents de dire « Ah là, on a eu une dette à taux négatif, ça nous a rapporté de l'argent, notre dette nous a rapporté de l'argent. » Donc la dette des chômeurs rapporte de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui est expliqué dans le spectacle. C'est que les banques ont besoin de prêter pour pouvoir ensuite emprunter. J'avais pas compris au début. Je me suis demandé à l'économie, je comprends pas. Alors, tu perds de l'argent en prêtant. Non, tu stabilises ta stature financière, c'est-à-dire ce qui est dit à un moment quand vous dites que, en fait, la banque n'a que 10% en valeur réelle de ce qu'elle prête. Donc, mais pour avoir le droit de prêter les 9 dixièmes qu'elle n'a pas, il faut qu'elle ait elle-même emprunté sur les marchés financiers. Et donc l'UNEDIC fait pareil. Voilà. Sauf que pour l'UNEDIC, par exemple, ce que disait Sam, c'est que dans les années 2000, quand l'UNEDIC était excédentaire, il était prévu de faire une caisse pour les mauvais jours. Et cette caisse n'a jamais vu le jour. Et elle n'aurait pas coûté la somme que coûte l'endettement de l'UNEDIC. Et qui sert maintenant à nous dire, alors attendez, bon, c'est sûr, la réalité de la dette, elle coûte pas cher. Mais si ça repart, il faudra compter le coût d'une dette beaucoup plus élevé, donc il ne faut pas augmenter les droits et puis surtout pas augmenter les cotisations. Il ne faut pas augmenter les droits, il faut même les baisser parce qu'on a une dette et parce qu'on est en période de croissance molle. Et puis quand on sera en période de croissance importante, la dette va coûter cher, donc il ne faudra pas augmenter les droits, il faudra baisser les cotisations. Machin. Donc il y a toujours une bonne raison. C'est un système qui marche sur la tête. Voilà, c'était un petit témoignage au passage. Je ne suis pas un grand économiste, mais on est obligé de s'intéresser à l'économie du coup pour défendre la protection sociale. C'est là que... C'est vrai qu'il faut s'intéresser à l'économie. Ah, ouais. Peut-être on prend d'autres questions dans la salle. J'avais deux questions, une un peu technique peut-être pour Bernard Friot et l'autre relative à la pièce. Mais bon, je pense que le sujet de la première question peut peut-être aussi intéresser le contenu de la pièce, que j'ai trouvé superbe. Merci. Donc je vous remercie pour ce travail. Moi, souvent, une des difficultés que j'ai dans ces débats, en particulier autour du revenu universel ou du salaire à vie, c'est que les gens ont du mal à percevoir la différence, je trouve, entre cotisation sociale et impôt. Il y a souvent une difficulté et beaucoup de gens ne voient pas pourquoi finalement il y a des choses qui ne seraient pas possibles avec l'impôt et qui seraient possibles avec la cotisation sociale. Et ce n'est pas abordé dans la pièce, là. C'est très dense, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais cette différence-là, dont je pense qu'elle est vraiment très importante, elle n'est pas abordée. Et peut-être donc, ça m'aurait intéressé d'avoir l'avis de Bernard Friot là-dessus. En quoi est-ce que, et comment expliquer mieux aux gens pourquoi c'est pas la même chose. Il y a le problème de l'assiette, hein. Souvent les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent la cotisation sociale, son assiette c'est le travail, c'est le salaire, et du coup des entreprises qui ont peu de main-d'œuvre ne vont pas être beaucoup taxées. Là, la presse d'aujourd'hui annonce que Volkswagen va supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Et une des raisons pour ça, c'est de remplacer les salariés qui travaillent sur les chaînes par des robots. Évidemment, les entreprises qui robotisent ne payent plus de salaire et ne payent plus de cotisation sociale. Alors que, évidemment, si on taxait leur impôt sur les bénéfices pour les sociétés, on pourrait redistribuer cette richesse. Voilà. Donc ça, c'est ma question un peu technique qui n'est pas abordée en pièce. Et par rapport à la pièce, je voulais vous demander si vous envisagez, c'est sûrement le cas peut-être, de la faire tourner. Parce qu'on aurait très envie de voir ça dans certains CE d'entreprise ou dans des... Alors pour Noël, le spectacle de Noël.
répond dans quel ordre Moi, ce sera vite fait, bien sûr. Le spectacle ne demande qu'à tourner, on ne demande qu'à rencontrer un public toujours plus large, partout. Voilà, simplement après, comme on n'est pas encore en société de salaire à vie, un spectacle comme ça, eh ben, il faut un petit budget pour pouvoir rémunérer, défrayer les acteurs et rémunérer le cachet de la représentation. Voilà. Donc à chaque fois, enfin voilà, on ne fait pas ça juste pour l'amour de l'art, il faut faire vivre un peu tout. Donc si le spectacle est acheté, c'est comme ça qu'on dit, il tourne. Voilà. Et la question des comités d'entreprise, là, je tourne du côté syndicaliste, c'est une question qui est importante parce que d'abord tout le monde n'a pas des comités d'entreprise, donc c'est une vraie question. Alors, dans le spectacle, il y a un organisme qui s'appelle le FNAS qui permet d'avoir l'équivalent des œuvres sociales et culturelles, même pour des salariés qui sont en dessous des seuils de 5 ans, puisque c'est à partir de là que ça se déclenche. Mais bon, du coup, voilà, c'est une question, savoir comment on fait avec les comités d'entreprise pour que ce ne soit pas juste de la billetterie, du pouvoir d'achat, comme on dit, mais qu'on propose aussi de la réflexion. C'est un sujet que là aussi, sur lequel le syndicalisme a à se reposer, parce que c'est ce qui a beaucoup été l'activité des CE, qui a été un peu mise de côté, envahie par la société marchande, et on a besoin de reproposer des autres choses que simplement une marchandisation de la culture, là aussi. Alors sur la première partie de la question... Impôt cotisation. Impôt cotisation, c'est un gros débat. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup insister sur la responsabilité des CE, je crois quand même, dans la diffusion de ce genre d'œuvres. Je crois que là, il y a quand même une occasion formidable d'un théâtre politique extrêmement attrayant, extrêmement allègre, qui joue vraiment le rôle du théâtre. Et on rêve que les CE, les inter-CE... Ça fait rêver, c'est vrai. Et de jouer dans des entreprises. De jouer, mais oui, ça ce serait quand même, c'est décisif, moi, je pense. C'est vraiment décisif. Oui, la CCAS, bien sûr, et même des CE moins friqués, mais c'est vrai que ce genre de théâtre, c'est de la responsabilité des militants de le faire vivre. Alors, s'agissant de la cotisation de l'impôt, la proposition qui est faite, hein, c'est une cotisation sur la valeur ajoutée. Hein. Parce que, de fait, ce que vous disiez sur disons la différence de contribution des entreprises à fortement capitalistique ou faiblement capitalistique, c'est un vrai problème qu'il faut résoudre, à mon sens, non pas par une modulation des taux, mais par une autre assiette. Mais l'assiette, ça doit forcément être la production dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment décisif, parce que nos droits, c'est nos droits en tant que producteurs. Si nous voulons maîtriser le travail, ce qui est quand même, je sais pas, j'ai eu la chance d'être en salaire à vie, en autogestion depuis 84. J'ai été contractuel de 71 à 83, mais depuis 84, je suis en salaire à vie. Et je suis en autogestion parce que l'université fonctionne à peu près en autogestion. C'est le pied, hein, je vous assure. C'est-à-dire qu'on est heureux de travailler absolument tous les jours. Alors, je ne dis pas que quand on fait ça, on n'est pas heureux de travailler, mais il y a quand même une incertitude sur le demain, sur le salaire, etc., qui est lourde. Le salaire à vie, il ouvre un horizon, un nouvelle existence qui est quand même incroyable. Mais c'est pas du tout... c'est un salaire qui n'est produit que par du travail. La monnaie n'est produite que par du travail. Donc, il ne s'agit pas du tout de déconnecter le salaire du travail. Hein. Il s'agit de déconnecter le salaire de l'emploi, hein, mais pas du travail. De déconnecter de l'emploi, mais pas du travail. Et c'est pour cela qu'il faut que ce soit que la base de l'assiette aussi bien du salaire que de l'investissement, ce soit la production de l'entreprise, enfin la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est pas de la redistribution, hein.
ce qu'opère l'impôt, une redistribution à des buts de justice fiscale. L'enjeu, ce n'est pas la justice fiscale, l'enjeu, c'est la maîtrise du travail par ceux-là même qui travaillent. C'est ça qui est décisif. Et donc, le fait que l'assiette du financement, ce soit la valeur ajoutée, c'est-à-dire le fruit de notre travail. Vous voulez augmenter la TVA, c'est ça? Pardon? Vous voulez augmenter la TVA? Ben non. Ben, la TVA, c'est quelque chose qui est perçu à l'occasion des échanges. Donc il ne s'agit pas de le faire à l'occasion des échanges. Ça s'appelle taxe sur la valeur ajoutée, mais ça c'est à l'occasion des échanges, c'est à l'occasion de la consommation. Donc là, il ne s'agit pas du tout de faire de l'impôt à l'occasion de la consommation. Il s'agit de répartir, dès qu'elle est produite, la valeur. Dès qu'elle est produite, on la répartit entre salaire et investissement, dès sa production. Je ne comprends pas comment c'est possible techniquement. Vous faites comment? Quelle est la clé de répartition? Sur quelle base? Alors, il y a à la sortie, il y a quelques exemplaires de Émanciper le travail, merci Judith, merci, de mener la bataille du livre, que nos organisations ne mènent jamais suffisamment, la bataille du livre. Moi j'ai connu un fonctionnement de mon parti qui menait la bataille du livre. J'en parle un peu hélas au passé, non pas de mon appartenance au parti, je le suis toujours, mais de la bataille du livre. Vous avez aussi des brochures sur l'investissement. Je ne sais pas si elle est là, la brochure sur l'investissement. Oui. Il y a une brochure sur l'investissement. Il y a tout un groupe, justement c'était les amis avec qui je discutais sur le spectacle tout à l'heure avant d'arriver, on a un collectif d'un réseau salariat qui réfléchit sur une sécurité sociale du logement, qui est vraiment la réponse au premier acte, le premier acte autour de... Enfin, moi, je trouve très fort la mise en scène aussi, et puis ton jeu, évidemment, ça mais enfin, je bosse pour... puis les phrases, je bosse pour produire un intérêt à partir d'un argent qui a été créé... qui manque à personne. C'est quand même un drôle d'effet de me dire que je vais devoir travailler toute ma vie, pour payer une somme dont vous ne vous êtes pas privé, et que je vais devoir en plus payer pour ça. Je me sens un tout petit peu exploitée. Voilà. Vous voyez. Et donc, on essaye à Réseau Salariat, parce que c'est très... Les questions de sécurité sociale du logement, c'est des questions difficiles, parce que la propriété d'usage du logement, ça ne se résout pas si facilement que ça, parce qu'entre un fortin sur un piton rocheux, et puis dans le Midi, et puis un logement au bord d'autoroute, il y a évidemment des petites différences. Et donc cette hétérogénéité, beaucoup plus forte encore que pour la santé, rend assez complexe les questions de sécurité sociale. Mais il faut évidemment qu'on arrive à la sécurité sociale du logement. Et il y en a un groupe à Réseau Salariat qui y réfléchit. Oui, parce qu'en marge, une chose que tu as frisé, tu n'as pas parlé, je trouve que le travail que vous avez fait, notamment sur le compte personnel d'activité, etc., va aussi avec tout ça. On parle du salaire et de plus en plus, on quitte une chose essentielle. Et comme est dit dans le spectacle, tout était là. Enfin, voilà, ces gens qui ont pensé ça, notamment après la guerre, à savoir non pas des droits attachés à l'emploi, mais des droits inconditionnels attachés à la personne. Bernard en parle souvent. On a inventé ce truc absolument génial qui est le régime général de la sécurité sociale. C'est que ça, ce n'est pas indexé sur l'emploi, mais c'est attaché à la personne de manière inconditionnelle. Et garanti collectivement. Et de plus en plus, on rogne cette chose-là pour nous amener des soi-disant avancées sociales, comme par exemple le CPA, qui quand même était défendu par l'ensemble de la droite, mais aussi de la gauche. J'ai vu un Julien Bayou des Verts défendre le CPA, mais avec acharnement, en disant que c'était la seule chose qui était super dans la loi El Khomri. Ils sont pas de gauche. Non, mais... enfin, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le CPA a été défendu par tout le monde.
Le CPA est une saloperie. Ce sont, pas tout le monde, mais le CPA, c'est le compte personnel d'activité, c'est un petit droit que vous rechargez quand vous êtes dans l'emploi. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas dans l'emploi ne recharge pas son droit. Non, mais non, là, justement, la subtilité de El Khomri, c'est d'étendre le CPA aux indépendants. Hein, c'est-à-dire que... Mais c'est le fait que... Oui, mais attaché à l'emploi. C'est à la performance. À la performance. Pas à l'emploi, mais à la performance oui, au marché des biens et services. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais toujours à la performance. Mais toujours à la performance. Et donc, ce ne sont pas des droits attachés à la personne, mais des droits, encore une fois, que vous rechargez si vous allez à la carotte. Bien sûr. Et cette chose-là, qui paraît une avancée sociale, est à combattre. Il faut revenir aux droits attachés à la personne, que ce soit le salaire, que ce soit les droits, etc. Effectivement, il faut péter les mutuelles, etc. Il faut que ce soit des droits inconditionnels attachés à la personne. Alors, pour les dernières questions, parce qu'on va devoir à un moment s'arrêter, mais vas-y, Anne. Par rapport au modèle entrepreneurial qui conviendrait au développement de votre proposition, est-ce qu'il y a parmi les usines, les entreprises, il y a eu réappropriation par le personnel, par les ouvriers, de l'outil et de la gestion de production. Est-ce qu'il y a des exemples qui correspondent, par exemple, déjà? Est-ce que vous connaissez en France, par exemple, des exemples qui se rapprocheraient? Parce que je ne vois pas bien encore le modèle entrepreneurial proposé, en fait. Je pense qu'il est quand même bien présenté, même s'il y a échec parce que l'indexation sur le soleil était peut-être pas très bien pensée pour le téléphone, mais je pense qu'il est bien présenté dans le troisième acte, y compris la récupération du matériel de l'entreprise par une entreprise qui, elle, est performante. Donc, ce n'est pas des choses qui engendraient une espèce de médiocrité généralisée, pas du tout. Les anticipations sont justement, hélas, faibles, parce que le modèle de la... je cherche le mot, de la coopérative, qui est tout à fait intéressante. Au bout d'un siècle et demi de coopérative, nous sommes à 50 000 salariés pour 25 millions d'actifs en tout. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de donner de l'air au scope, à la reprise des entreprises par les salariés. Mais ça suppose, si vous voulez, par exemple, que 1336, qui est donc la reprise par ses salariés, de la filiale d'Unilever qui produisait le thé éléphant, si on veut, ou que la Belle de l'Aube à Carcassonne, si on veut que ces entreprises-là un peu emblématiques de la reprise par les salariés de boîtes que les patrons abandonnent, et il y en a des milliers par an, il y a très peu de réussite, mais il y a des milliers par an, ça suppose, par exemple, qu'elles n'aient pas à payer leurs salariés tant qu'elles n'ont pas leur assiette économique, parce qu'il faut plusieurs années. Compte tenu aussi que ni les fournisseurs ni les acheteurs ne sont très partants au départ, compte tenu que ça introduit une dimension anticapitaliste dans la production marchande. Mais pour que ces entreprises n'aient pas à payer leurs salariés tant qu'elles n'ont pas que ces coopérateurs n'aient pas à se payer sur leur valeur ajoutée tant qu'elles n'ont pas leur assiette économique, encore faut-il qu'une cotisation qui mutualise la valeur à un niveau suffisant pour que ce soit une caisse qui se substitue à l'entreprise pour payer. On peut aussi, par exemple, populariser l'idée que les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Les marchés publics sont la vache à lait des groupes financiers essentiels, des groupes industriels et financiers essentiels. Si donc ces marchés publics étaient réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés, on aurait là aussi un appel d'air pour toutes ces initiatives dont sont porteurs énormément de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes éduqués, ne veulent pas aller sur le marché du travail, ne veulent pas produire de merde pour le capital, sont dans une forme de sécession qui politiquement est extrêmement intéressante, mais qui peut être récupérée par Uber, par leur revenu de base, par tout ça, si nous on n'est pas là en proposant une alternative, mais qui a une alternative
qui a déjà là, en termes de salaire à vie, il y a quand même beaucoup d'anticipation maintenant. Si on prend, et pas que dans la fonction publique et chez les retraités, hein, vous avez des branches comme la métallurgie où le poids syndical fait que quand on change d'entreprise ou de poste, ça n'est jamais par une perte de salaire. En quelque sorte, la qualification, même si elle reste formellement attachée au poste, elle est attachée à la personne. Dans la banque, dans l'assurance, pour de plus mauvaises raisons éventuellement, mais dans la métallurgie, à coup sûr. Donc c'est quand même tout ça. Il faut qu'on on a pris un engagement de ne pas déborder trop. Mais on va poursuivre autour d'un verre. Juste, je me permets de conclure juste avant, pour dire un petit mot. Réflexion, en 1946, la Sécu a été créée, en même temps les lois d'aide pour le cinéma, un système de partage de la valeur et de création d'économies administrées. Voilà, c'est un secteur que tu connais bien. Juste pour terminer aussi par une petite annonce, vous savez peut-être que les élections des très petites entreprises qui concernent beaucoup les industries du spectacle, une décision de notre cher ministre du Travail a fait que les dates ont été décalées et donc pour ceux qui sont amenés à voter, qui devaient le faire entre le 28 novembre et le 12 décembre, ce sera du 30 décembre au 13 janvier. Donc ça vaut le coup de le savoir et de le faire circuler parce que évidemment déjà il n'y a pas une seule pile pour ces élections qui vont déterminer de savoir si on préfère avoir la CFDT ou la CGT qui va gérer l'assurance chômage et en particulier nos chers régimes d'intermittents du spectacle. Donc faites circuler l'info, voilà. Et je termine juste pour vous les remercier, mais je te laisse terminer. Et puis, je voulais simplement dire une chose. Enfin, c'est de la pub pour moi, c'est que mardi, et c'est pas concurrent avec un mardi, puisque premièrement, il faut absolument que vous fassiez connaître le spectacle et que vous, il joue, il est donné jusqu'au 4 décembre, et puis donc convaincre des CE ou d'autres collectivités de l'acheter. Et puis donc, plus personnel, mardi à 19h30 à la ferme du Buisson, donc à Noisiel, je donne une conférence gesticulée. Pourquoi je suis passé du service à l'école, comment je suis passé du service à l'école de la classe ouvrière. C'est sur ma démarche de chercheur et je lis quelques poèmes d'Aragon. Tu commences à faire du théâtre, hein, tu veux Ouais, dire. ça y est. Monnaie sociale ou monnaie marchande, monnaie de plume ou monnaie de plomb, monnaie idéale ou monnaie matérielle. Toutes les sociétés se sont toujours accordées sur une unité de compte, une mesure commune. C'est comme le langage, c'est vieux comme les gens. Et c'est le seul moyen. De choisir librement ce que l'on entend posséder et ce dont il veut se défaire. Dollar. Euro. Dollar. Yen. Euro. Yen. Dollar. Yen. Euro. Yen. Dollar. Yen. Euro. Yen. Dollar. Yen. Livre. Tout est écrit, j'ai rien inventé. Merci. Ça va? Ça va. Ça va aller. Ça ira. Ça ira? Ça ira.